Ce film a filmé l'assassinat de JFK du début à la fin, puis a disparu de la circulation pendant 5 ans. Lorsqu'il a été révélé au grand jour, des parties avaient été détruites et une image est restée secrète pendant 6 ans. Que cachait ce film ? C'est la question à laquelle je tente de répondre dans cette vidéo sur le mystère du film Zapruder. Le couturier de Dallas, Abraham Zapruder, ignorait totalement qu'il allait immortaliser un morceau d'histoire lorsqu'il s'apprêtait à quitter son domicile le 22 novembre 1963. Il n'a donc emporté son appareil photo que lorsque son assistante l'a persuadé d'y retourner. Elle a insisté sur le fait qu'il pourrait peut-être apercevoir le président en exercice, John F. Kennedy. Et Dieu merci, il l'a écouté, car il a pu capturer quelque chose d'incroyable. Ce serait plus intéressant que tous les films amateurs qu'il avait réalisés, mais pour des raisons bien plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Vers 12h30, Zapruder s'est installé sur un piédestal en béton à 20 mètres d'Elm Street et a commencé à filmer. Il a photographié les motos de tête du cortège présidentiel traversant Elm Street, les admirateurs attendant impatiemment le président. Puis est arrivée la limousine présidentielle révélant le charismatique Kennedy assis à l'arrière avec son épouse. Zapruder se serait contenté de photographier le président et son épouse saluant la foule qui le croisait. Mais il a entendu un grand bruit suivi d'un autre. La couturière a continué à rouler et c'est ainsi qu'il a capturé le seul média qui ait couvert l'assassinat de John F. Kennedy du début à la fin. Mais les choses sont devenues encore plus intéressantes pour Zapruder lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait entre les mains. Zapruder avait beaucoup d'influence pour négocier avec les médias, mais les hommes qui frappaient à la porte n'étaient pas forcément des journalistes. Zapruder s'est soudain retrouvé à parler aux hommes en noir, plus précisément à un homme de la CIA nommé Forrest Soirels, qui a participé au développement du film. Si vous voulez sortir le chapeau en papier d'aluminium dès le début, vous mettez des guillemets autour de l'aide et de l'aide à partir de maintenant. Quoi qu'il en soit, Soirels aida Zapruder à développer le film dans un laboratoire Eastman Kodak. En moins d'une journée, Zapruder disposait d'un support historique prêt à être acheté par les médias. Ainsi commença la guerre des enchères. Si Zapruder possédait l'original, il n'était plus le seul à posséder une copie du film. L'agent Soirels avait pris 2 copies après avoir assuré Zapruder que le film ne serait utilisé qu'à des fins d'enquête. Les originaux étaient mis aux enchères et Time Inc. et Life Magazine étaient les seuls candidats en lice, l'offre de CBS étant insuffisante. Finalement, Life Magazine remporta l'adjudication, mais à une condition, qu'une image du film soit exclue de la publication. Mais pourquoi ? Parce que Zapruder fit un cauchemar en voyant une publicité sur Times Square. Voyez la tête du président exploser. Il voulait donc empêcher l'utilisation de l'image montrant la tête du président explosant dans la version publiée. L'image 313 n'a jamais été diffusée. Le film entier est resté caché pendant longtemps. Les droits médias ont été vendus en 1963, mais le film a été diffusé pour la première fois à la télévision en 1969. L'image 313 a été exclue de toutes les versions publiques du film jusqu'au 6 mars 1975. Un segment de l'émission Good Night America sur ABC a montré la majeure partie du film de Zapruder dans son intégralité. Puis est venu le moment dramatique où les téléspectateurs ont découvert l'assassinat dont ils avaient seulement entendu parler. Pendant plus d'une décennie, le public américain n'avait vu Kennedy recevoir qu'une balle dans le cou, puis s'effondrer après la seconde balle. Il n'avait jamais vu le moment réel de l'impact. La publication de la version non censurée du film a provoqué un effet domino qui a conduit à des enquêtes sur la CIA et le FBI. La population était indignée. Et pas seulement parce que les gens étaient horrifiés d'assister à l'explosion de la tête de Kennedy, mais parce qu'il était évident que la version des faits sur l'assassinat ne correspondait pas à ce qui était filmé. Les gens se sentaient trahis, d'autant plus qu'ils avaient auparavant confiance en leur gouvernement. À bien des égards, la mort de JFK a marqué la fin de l'Amérique. Aujourd'hui, nous tenons pour acquis le scepticisme américain. Mais dans les années 60, 87% des Américains croyaient ce que disait le gouvernement. Plus précisément, ils croyaient tout ce que le gouvernement disait sur l'assassinat de JFK. Juste après l'incident, environ 27% des personnes interrogées pensaient que le principal suspect, Lee Harvey Oswald, avait agi seul.
Puis la commission Warren, nommée par le président Lyndon B. Johnson, a publié un rapport concluant qu'Oswald avait agi seul et que ses motivations étaient inconnues. Après la publication du rapport, 87% des personnes interrogées pensaient que Oswald avait agi seul. Imaginez-vous qu'un rapport gouvernemental puisse changer l'opinion publique à ce point aujourd'hui. Maintenant, si le gouvernement dit « Bonjour, on sort de chez soi pour vérifier si c'est vraiment le matin ». Alors, qu'est-ce que l'image 313 du film de Zapruder a montré qui a détruit la confiance des Américains en leur gouvernement? La réponse est l'angle de prise de vue. Le film a révélé que la balle provenait d'une altitude si élevée qu'il était impossible d'atteindre deux hommes avec la même balle. Cela a détruit la théorie de la balle magique sur laquelle la commission Warren s'appuyait fortement. Vous vous demandez peut-être ce qu'est cette théorie? Selon la commission, Lee Oswald a tiré 3 balles. L'une a manqué le coup, l'autre a atteint Kennedy à la tête, et la troisième a atteint Kennedy et l'homme devant lui, le gouverneur du Texas, John Connolly. C'était la balle magique, car non seulement elle a touché 2 hommes, mais l'un d'eux a été touché à 3 reprises. La théorie suggère que la balle a pénétré le cou de Kennedy par derrière et ressorti par sa gorge, puis a touché le gouverneur dans le dos. Après cela, la balle a voyagé vers le bas et est ressortie sous son mamelon droit, touchant son poignet avant de se loger dans sa cuisse. Le gouverneur Connolly a subi une fracture de la 5e côte, un poumon perforé, un poignet fracassé et une blessure par balle à la jambe, le tout provenant de la même balle qui a également touché le cou de Kennedy. Bien que cette théorie soit difficile à croire, elle est nécessaire si l'on veut affirmer que Lee Harvey Oswald a agi seul car les enquêteurs n'ont retrouvé que 3 douilles de fusil là où il se trouvait. Et étant donné qu'une des balles a complètement manqué la limousine et qu'une autre a atteint le président à la tête, tout le reste a dû être causé par une seule balle. Ou alors, il y avait plusieurs tireurs. Une hypothèse que le gouvernement refuse toujours d'accepter. Voici le point intéressant. La balle magique est plausible, mais seulement si Oswald a tiré d'une altitude plus basse. La balle devait être inclinée vers l'avant en descendant. Mais le film de Zapruder a montré autre chose. Il semble que la balle qui a tué le président soit venue de face, car il est retombé en arrière lorsqu'une partie de son crâne a explosé. Regardez cette scène après qu'Oswald a tiré une balle dans la nuque de Kennedy. Oswald était derrière et l'autopsie officielle indique que son tir mortel a également atteint le président à l'arrière de la tête. Mais cela ressemble-t-il à un tir dans le dos? Cela explique pourquoi le film de Zapruder a été si longtemps caché au grand public. Car s'il prouve l'existence de plusieurs tireurs, il s'agit d'un complot et non d'un tireur isolé aux griefs inconnus. Les choses deviennent encore plus suspectes lorsqu'on s'intéresse à la vie d'Oswald. Lee Harvey Oswald était un vétéran des Marines qui a fait défection en Union soviétique en 1959. L'homme était surveillé par la CIA, mais il a réussi à tirer 3 balles et à quitter les lieux. Il a finalement été arrêté et interrogé pendant les 2 jours suivants, mais s'il y avait le moindre espoir d'obtenir la vérité, il a été anéanti lorsqu'il a été abattu dans le sous-sol du siège de la police de Dallas. Ce n'était pas une mise en scène. Cela s'est passé en direct à la télévision et le moment où Oswald a été abattu a été immortalisé par une photo récompensée par un prix Pulitzer. L'homme qui a tué Oswald a été arrêté et identifié comme étant Jack Ruby, un autre acteur solitaire qui avait agi de son plein gré. Ruby a reçu d'innombrables lettres en prison le remerciant d'avoir agi comme le bourreau de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il ne faisait que régler les derniers détails. Si Oswald avait vraiment des secrets à raconter, il les a emportés dans sa tombe. Nous savons que Lee a tué le président et nous savons que Jack a tiré sur Lee. Et par nous, j'entends l'humanité tout entière. Mais ce que la plupart d'entre nous ignorent, moi y compris, c'est que quelques instants avant d'être abattu, Lee a été autorisé à parler à la presse, où il a nié avoir tué le président et a déclaré aux journalistes qu'il n'avait jamais été inculpé du meurtre du président. Mais un journaliste lui a ensuite annoncé qu'il avait été inculpé, et la réaction d'Oswald a été assez étrange. Pourquoi avait-il l'air si confus? Cette réaction ne correspond pas à celle d'un homme qui s'attendait à être inculpé. Elle correspond davantage à celle d'un patsy vaincu, réalisant qu'il sera le bouc émissaire.
Lee Harvey Oswald a été réduit au silence ce jour-là, mais d'autres personnages intéressants ont rapidement été identifiés, comme la femme Babouchka, aperçue dans plusieurs vidéos portant un foulard russe. On pouvait la voir filmer le président lorsqu'il a été abattu. Contrairement à Abraham Zapruder, la femme Babouchka était suffisamment proche pour capturer clairement l'angle et la direction de la balle. Malheureusement, la femme n'a jamais été identifiée et personne ne sait ce qu'il est advenu de sa pellicule. Au moins 32 personnes présentes à Dealey Plaza ont pris des photos et des vidéos au moment de la fusillade, mais seules quelques-unes ont refait surface. Nombre d'entre elles montrent un homme mystérieux tenant un parapluie par temps clair. Plus suspect encore, il a levé son parapluie juste au moment où la limousine présidentielle le dépassait et l'a refermé, mais seulement après la mort du président. Cela amène beaucoup à se demander si l'homme au parapluie n'envoyait pas un signal. Certains ont émis l'hypothèse que le parapluie lui-même était une sorte d'arme. Que l'on y croit ou non, force est de constater que sa réaction fut plutôt froide. Tandis que la plupart des gens évacuaient la Dealey Plaza en courant, l'homme au parapluie ferma calmement son parapluie et s'assit dans l'herbe. Malgré les circonstances suspectes de sa présence et de ses actes, l'homme au parapluie ne suscita guère l'attention jusqu'à ce que Josiah Thompson le voie dans le film Zapruder. Dans son livre Six Seconds in Dallas, le professeur Josiah Thompson a écrit sur l'homme au parapluie. Il avait collaboré avec Life Magazine, la seule entité à posséder le film Zapruder original. Tous les autres, y compris la commission Warren, en possédaient une copie. Il est établi que certains d'entre eux en avaient même reçu des copies avec des images manquantes ou inversées. Ce que Thompson vit était bien plus clair. Il conclut qu'il y avait eu 4 coups de feu tirés par 3 armes en 6 secondes. Dans les années 1970, un groupe de chercheurs a appliqué une technique d'analyse acoustique pour analyser le son de l'incident. Ils ont trouvé 15 échos groupés autour de 4 parties de l'extrait de 8 secondes, ce qui les a conduits à penser que 4 coups de feu ont été tirés durant cette période. La différence entre 3 et 4 balles peut paraître minime, jusqu'à ce qu'on réalise que la police n'a trouvé que 3 cartouches vides dans le nid de sniper d'Oswald. S'il y avait une 4e balle, ce n'était pas Lee Harvey Oswald qui l'a tirée. Rappelons que le film de Zapruder montrait la tête du président se renverser brusquement en arrière lorsque la dernière balle l'a touché. Et comme Oswald se trouvait derrière le président à ce moment-là, la théorie des tireurs multiples semble encore plus plausible. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Il semble que le gouvernement ait tenté de manipuler le film pour faire croire que la tête de Kennedy avait été projetée en avant. En 1964, l'imprimerie du gouvernement américain a publié plusieurs volumes de preuves et de témoignages compilés par la commission Warren et 158 images du film Zapruder ont été incluses dans le volume 18. Cependant, les images 314 et 315 ont été interverties. À première vue, cela semble être une erreur anodine, mais l'effet de cette inversion rend le résultat quelque peu suspect. Voici à quoi ressemblent les images lorsqu'elles sont visualisées dans l'ordre. On peut voir la tête du président se renverser brusquement en arrière, mais l'inversion produit l'effet inverse. On dirait maintenant que la tête de JFK a été projetée en avant par l'impact. Interrogé sur le marais, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a attribué l'incident à une erreur d'impression. On ignore si cette erreur d'impression opportune s'est produite avant ou après la présentation des preuves à la commission Warren. Si la commission a pu voir les images dans un ordre où la tête de Kennedy se déplace vers l'avant, il est raisonnable de penser qu'elle a conclu que Harvey a continué à tirer par derrière jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Mais lorsque le film Zapruder fut diffusé pour la première fois dans l'émission Good Night America, l'opinion publique s'indigna des erreurs de la commission Warren. De plus en plus de personnes rejetèrent dans la théorie du coup de feu tiré par derrière. Les auditions ultérieures révélèrent que la CIA avait littéralement fomenté d'autres assassinats. Comme cette information n'avait pas été communiquée à la commission Warren, une nouvelle commission fut formée. La commission spéciale de la Chambre des représentants sur les assassinats examina les assassinats de Martin Luther King Jr. et du président John F. Kennedy avec un regard très critique.
Voici ce qu'elle avait à dire sur l'assassinat de JFK. Des preuves acoustiques scientifiques établissent une forte probabilité que 2 hommes armés aient tiré sur le président John F. Kennedy. La commission estime, sur la base des preuves dont elle dispose, que le président John F. Kennedy a probablement été assassiné à la suite d'un complot. Elle est incapable d'identifier les autres tireurs ni d'évaluer l'ampleur du complot. La commission Warren se procura donc des copies des diapositives du film Zapruder réalisé par le FBI et conclut qu'un tireur, sans motif particulier, avait tiré par derrière jusqu'à ce que son coup soit terminé. D'autre part, la commission spéciale de la Chambre des représentants sur les assassinats, créée après la publication du film Zapruder, a conclu à l'existence d'un complot plus vaste et d'une forte probabilité de fusillades multiples. C'est là toute la force du film Zapruder, ce qui soulève la question « Pourquoi a-t-il été caché si longtemps ?» Une explication possible est que le film Zapruder a été tenu à l'écart du public car il discréditait la position du gouvernement. L'histoire du tireur unique a rassuré le peuple américain car le responsable avait été arrêté et avait même rencontré son créateur en direct à la télévision. C'était la vengeance la plus proche que les Américains pouvaient obtenir. Si le film Zapruder avait été diffusé plus tôt, l'histoire de Solo Oswald aurait suscité des soupçons. Il voudrait que le tireur de devant soit également arrêté et jugé. Qui sait combien de temps cela prendrait? Briser l'illusion de sécurité publique et la maintenir brisée pendant des années, voire des décennies, porterait un préjudice irréparable au moral de la nation. Le film Zapruder n'est que l'un des films que le gouvernement a récupéré. Il y en avait un autre, réalisé par Orville Nix, et il n'a jamais été restitué après avoir été, semble-t-il, remis à la commission spéciale de la Chambre des représentants sur les assassinats. Les descendants de Nix se battent toujours pour le récupérer. Sa petite-fille, Gail Nix Jackson, a intenté une action en justice contre le gouvernement américain pour obtenir 10 millions de dollars. Mais l'affaire a été classée sans suite. Le simple fait que le film Zapruder ait fait surface relève donc du miracle. Mais comme nous savons qu'il ne faut pas croire au miracle, nous devons également nous interroger sur ce point. Pourquoi le film Zapruder a-t-il vu le jour? Si le gouvernement l'a gardé secret pour éviter la panique et la confusion, et pour clore le chapitre sur l'assassinat tragique de JFK, pourquoi a-t-il laissé le film sortir? Une explication possible est qu'il avait été suffisamment modifié. C'est une réponse effrayante, mais qui concorde avec les affirmations de Dino Brugioni, analyste d'images de la CIA, qui a pu voir le film lors de son premier développement. Berzoni a affirmé qu'après que la CIA eut apporté le film Zapruder à son Centre national d'interprétation photographique, il ne s'agissait plus du même film. Pendant le développement, des éléments d'identification auraient pu être flous, et des images cruciales auraient pu être altérées, voire complètement détruites. Cela concorde également avec la déclaration de Life selon laquelle un technicien de son laboratoire photo aurait accidentellement détruit les images 208 à 211. De plus, les images adjacentes avaient été endommagées en novembre 1963. Que s'est-il passé entre les images 208 et 211? La balle magique a été tirée. Et le tir mortel, filmé à l'image 313, a été dissimulé à la demande de Zapruder. Ou bien le souhait de Zapruder n'était-il qu'un prétexte, le véritable souhait étant celui du gouvernement? Cela nous amène à une théorie encore plus sinistre. Le gouvernement, ou plus précisément l'État profond, aurait tué JFK. Si tel est le cas, toute manœuvre visant à tirer un jugement hâtif et à conclure l'affaire est logique. Bien sûr, personne n'y aurait cru si la CIA n'avait pas planifié d'assassinat auparavant. L'agence avait également l'habitude de se soustraire aux ordres présidentiels. Une théorie beaucoup moins convaincante est que le vice-président Lyndon B. Johnson aurait fait tuer JFK. Cette hypothèse semble peu plausible car un vice-président est en quelque sorte la première dame sans le mariage. C'est un titre prestigieux mais sans véritable pouvoir exécutif. Et même si Johnson avait eu les liens nécessaires pour faire tuer Kennedy, il n'aurait pas eu suffisamment de ressources pour influencer Zapruder et le magazine Life. La première personne à contacter Zapruder sur cette affaire était un agent de la CIA. Ainsi, dans la mesure où le film de Zapruder a été altéré ou modifié, il fallait bien que ce soit la CIA. Cela dit, une théorie bien plus classique est que la CIA voulait simplement enquêter sur le film et que les images auraient été opportunément dégradées et détruites lors du développement et de la copie du film. Quant à la raison pour laquelle le film n'a pas été rendu public immédiatement après l'incident, une explication simple serait de protéger le public.
Les Américains des années 60 étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Ils étaient plus patriotes et moins blasés. Plus important encore, ils n'étaient pas exposés à des contenus extrêmes aussi souvent que les Américains d'aujourd'hui connectés à Internet. Même les gros mots choquaient le public. On ne pouvait donc qu'imaginer ce qui se passerait s'ils voyaient la tête de leur président exploser. Zapruder lui-même a fait des cauchemars de l'image 313 pendant des jours, tandis que la plupart de nos générations qui ont regardé cette vidéo dormaient paisiblement. Voyez la tentative d'assassinat de Trump. Un événement aussi grave est devenu une blague et un mème pour la génération Z. Le problème avec cette explication, c'est qu'elle ne repose pas sur un examen objectif des preuves. Au lieu de cela, on cherche à présenter une explication inoffensive des différents éléments. C'est la principale critique de la plupart des théories liées à l'assassinat de JFK. Presque toutes exigent de partir d'une opinion préconçue, puis d'interpréter les faits pour qu'ils cadrent avec son récit. C'est le seul problème que j'ai avec l'assassinat de JFK. On ne sait pas vraiment qui. Prenons par exemple la théorie selon laquelle JFK a été tué par la mafia, une théorie très populaire dans les années 70. Pour la prouver, on pourrait dire que le propriétaire de boîte de nuit Jack Ruby était lié à la mafia, comme presque tous les propriétaires de boîtes de nuit l'étaient à l'époque. On pourrait ensuite dire que Ruby agissait au nom de la mafia lorsqu'il a arrêté Lee Harvey Oswald, le coupable. Bien sûr, il faudrait ignorer le fait que Ruby lui-même n'a jamais été tué par la mafia, ce qui signifie qu'il était un coupable mort de cause naturelle. Pas vraiment dans le style de la mafia. Changeons de sujet et adoptons une autre théorie, que le gouvernement américain a tué JFK. Une position très populaire ces jours-ci. Pour prouver cette théorie, on peut souligner qu'Oswald était en garde à vue lorsqu'il a été abattu. On pourrait dire que son exécution publique avait été planifiée pour rassurer le public, mais il faudrait alors ignorer le fait que la police a littéralement laissé ce prétendu bouc émissaire parler aux journalistes. S'il avait participé au complot, n'aurait-il pas appelé à l'aide ou laissé échapper quelque chose pour semer le doute? Passons à une autre théorie. Les Russes ont tué JFK, une théorie qui était envisageable dès le premier jour de l'assassinat. Oswald avait fait défection en Union soviétique. Il avait dépassé la durée de validité de son visa et y avait même obtenu un emploi commercial. Et même après son retour aux États-Unis, il a activement défendu le communisme. Preuve convaincante, non? En même temps, on pourrait dire que les liens d'Oswald avec la Russie faisaient de lui le bouc émissaire idéal. Mais tout cela n'était que théories erronées. En fait, Oswald lui-même l'a dit en termes clairs. « Je n'ai tiré sur personne », a-t-il crié aux journalistes lors de son arrestation. « Je ne suis qu'un pigeon ». On sait aussi maintenant que JFK et Nikita Khrouchtchev travaillaient activement à l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Cependant, malgré toutes ces théories sur l'identité de l'auteur, une chose est sûre, quelqu'un voulait la mort de JFK et il a obtenu ce qu'il voulait. Et ce n'est pas tout, il a aussi réussi à assassiner le président des États-Unis. Quel que soit ce groupe ou cette personne, il devait être influent. Tellement influent qu'il peut assassiner le président en toute impunité et nier tout ce qu'on veut. Mais ce genre de personne ne se trouve qu'à un seul endroit. Donc, peu importe comment on essaie de présenter les choses, on en revient toujours à ceci. Si ça cancane comme un canard, marche comme un canard ou mange comme un canard, c'est bien un canard. Bon sang, le gouvernement russe a essayé de faire la même chose que la commission Warren avec l'incident de Tchernobyl en le dissimulant, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause et leurs secrets ont été révélés au grand jour. Oh, et ce qui a été révélé a choqué le monde entier.